Adeptes de la grande toile, bonjour! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler d'un film mais d'un réalisateur. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit, vous l'aurez compris, du controversé Michael Bay. Ancien clipper et réalisateur de pub au sein du collectif Propaganda, d'où sont également issus David Fincher, Alex Proyas et Dominique Sena, Michael Benjamin Bay a commencé sa carrière au cinéma il y a tout pile 20 ans avec le tonitruant Bad Boys, sorti en salle en France le 5 juillet 1995. Depuis, le bougre n'a pas chômé puisqu'il en est à l'heure actuelle à 11 films dont 4 Transformers. Pour une grande partie de la critique, qu'elle soit européenne et américaine, Michael Bay, c'est le diable, ni plus ni moins, qui représente à lui tout seul le pire de ce que peut produire Hollywood. Ces films se font systématiquement démolir dans les grandes largeurs avec un petit peu toujours les mêmes arguments. Principal reproche, Michael Bay privilégierait toujours le style au détriment de la substance. Les scénarios ineptes de ces films ne seraient qu'un enchaînement d'explosions et de SFX qui ne s'arrêtent que pour laisser place à des scènes de comédie lourdingues avec des personnages hystériques. Il ferait également preuve de la misogynie la plus crasse, en castant à chaque fois des bimbos pour les mettre en scène dans des postures dignes d'un porno, voire carrément les assimiler à des braves toutous. Au vu de certaines scènes de The Rock et Bad Boys 2, certains ne se sont pas gênés pour le taxer aussi d'homophobie. My ass still hurts from what you did to it the other night. Oh my lord. Les amateurs d'action, quant à eux, se plaignent surtout de son sens du découpage à la ramasse, qui rend la plupart de ses scènes de gunfight ou de course-poursuite proprement illisibles. Enfin, tout ce beau monde s'accorde pour trouver le placement de produits, devenu systématique chez lui depuis The Island, aussi incessant qu'épuisant, jusqu'à prendre dans Transformers 4 des allures de doigt d'honneur à l'intention des rouspéteurs. À côté de ça, il faut bien reconnaître que le public comme les studios en redemandent. Les films de Michael Bay cartonnent régulièrement au box-office, à quelques contre-exemples près. Et chaque épisode de Transformers rapporte plus de pognon que le précédent, ce qui est un peu une exception dans le paysage hollywoodien actuel. Disney et Paramount lui filent limite des chèques en blanc pour ses blockbusters, et il bénéficie également de la reconnaissance de ses pairs. Et ouais, James Cameron l'a publiquement félicité pour son utilisation de la 3D dans Transformers 3. That's pretty cool stuff. Et Steven Spielberg n'est pas loin de le considérer comme son héritier dans le genre Master of Entertainment. Voilà qui est embêtant. Se pourrait-il que Michael Bay soit en réalité un cinéaste plus difficile à cerner qu'il n'y paraît? Il a un 35 tonnes se met à tourner hors de contrôle et plaf, dans un énorme tanker plein de dynamite, crash, paf, S'il y a bien un point sur lequel ses fans, comme ses détracteurs les plus acharnés, devraient s'entendre, c'est que les films du bonhomme se reconnaissent au premier coup d'œil. Notamment par la reprise régulière de gimmicks visuels. Le célèbre plan à 360 degrés en contre-plongée et en slow motion, des hélicoptères filmés en contre-jour sur fond de coucher de soleil, des types qui avancent vers la caméra au ralenti, ou qui sortent de véhicules divers en extrême contre-plongée, des postures christiques en tout genre qui vont carrément finir sur l'affiche de Bad Boys 2, des flashs lumineux,
Des filtres orangés hérités du flic de Beverly Hills 2, ou des pubs pour Nescafé au choix. Et enfin, un fétichisme un peu surprenant pour des lampadaires. Michael Bay fait également preuve d'une prédilection pour le plan parfaitement composé, mais complètement déconnecté du précédent et du suivant, générant chez le spectateur esthète mais sensible au montage, un sentiment de frustration permanente. On peut sans doute y voir là un héritage de son long passif de clipper et de pubeur, qui peut aussi expliquer, tant qu'on y est, son obsession du placement de produits et la manière dont il filme les femmes comme si c'était des bagnoles. Take a look at this 1939 Delahaye 165 Cabriolet, designed by a Frenchman. Look at the curves. Elegant, isn't it? Beautiful. Sensual. Built to evoke the body of the ideal woman. Inversement, dès qu'il s'agit de mettre en scène des voitures et des appareils militaires, Michael Bay atteint des sommets de fétichisation quasi sexuelle qui pourraient donner des leçons à Top Gun et Automoto réunis. Autre source de fascination sans cesse renouvelée pour notre ami Michael, les États-Unis d'Amérique. Quel que soit le sujet qui lui passe sous la main, le réalisateur peut difficilement s'empêcher de nous coller régulièrement des plans de drapeaux américains ou de pure Americana. When it started, America was just a handful of scrawny colonies. Now, it's the most buff, pumped-up country on the planet. That's pretty rad. Tous les grands mythes américains de la seconde moitié du XXe siècle sont passés à la moulinette de sa machine à fantasmes. De la conquête spatiale à Alcatraz, en passant par les flics aux méthodes de cow-boy et la zone 51. Ce qui l'amènera inévitablement à réécrire l'histoire dans Pearl Harbor, puis dans Transformers, la face cachée de la Lune. Quant aux autres pays du monde, ils sont réduits à une enfilade de clichés proprement hilarants. Avec tout de même un effort notable à ce niveau dans le dernier Transformers, pour cause de partenariat financier avec le gouvernement chinois. Dernier point commun à tous les films de Michael Bay, une musique synthétique tapageuse, parfaitement en adéquation avec ses images. Plusieurs compositeurs se sont succédés derrière la machine à sample des studios Mediaventure Remote Control. Mark Mancina, Hans Zimmer, Trevor Rabin, Nick Glennie Smith, devenu depuis directeur musical du Puy du Fou, et Steve Jablonsky à partir de The Island. Mais franchement, est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre ça et ça? Et donc, le style tout en délicatesse de Michael Bay a vite trouvé un nom, le Bayem. Si on se fie à la définition originale de cinéma d'auteur, telle qu'elle a été énoncée par les cahiers du cinéma dans les années 50, à savoir, un réalisateur dont on reconnaît la patte d'un film à l'autre, quand bien même ce n'est pas lui qui signe le scénario ou qui est à l'origine du projet, alors force est de constater que Michael Bay en est un, et pas qu'à moitié. L'autre particularité des auteurs avec un grand A, c'est qu'ils ne se contentent pas d'enchaîner les commandes comme le premier Ron Howard venu. Non, ils construisent une œuvre dont les différentes pièces se font écho entre elles, témoignant au passage de l'évolution de leur créateur. Là encore, le cinéma de Michael Bay ne fait pas défaut. C'est particulièrement visible sur Bad Boys 2. Pour bien comprendre ce film, disons, autre, il faut d'abord s'intéresser à son précédent opus, le pachydermique Pearl Harbor. Quand il se lance dans ce projet en 2000, Michael Bay est sur une pente ascendante, obtenant à chaque nouveau film plus de thunes, plus de stars et plus de liberté créative. Sur Pearl Harbor, il dispose de l'appui total de Disney qui lui lâche le plus gros budget de son histoire, à savoir 140 millions de patates, et la date clé de l'été américain, le Memorial Day. Le studio croit à mort au projet. En interne, on parle de blockbuster du siècle. Ce croisement de Titanic et du Soldat Ryan ne peut pas se planter. This is the biggest movie I've ever attempted to make. Michael Bay aussi se sent pousser des ailes. Depuis que James Cameron est devenu roi du monde en 1998, les faiseurs de blockbusters estivaux se sont dit « pourquoi j'aurais pas mon Oscar moi aussi ?» Bon, Roland Emmerich s'est déjà pris une veste en 2000 avec The Patriot, mais ça n'empêche pas notre bon ami Michael de tenter sa chance à son tour. Manque de peau, Pearl Harbor va complètement rater sa cible. Le film se révélera une grosse déception financière, et le vrai succès de l'été 2001 sera finalement Shrek, produit par l'ennemi public numéro 1 de Disney, Jeffrey Katzenberg. Pearl Harbor va également donner le coup d'envoi du Ben Affleck bashing et récolter 6 nominations, dont une pour Michael Bay, aux Razzie Awards. Au final, seuls les gars du son repartiront avec un Oscar sous le bras. Visiblement vexé qu'on ne le prenne pas au sérieux, notre ami Michael va carrément mettre tous les potards à 11 sur son projet suivant. You ain't seen Bad Boys 2? Bad Boys 2 est donc un film différent, qui repousse toutes les limites possibles et imaginables, qu'il s'agisse de la durée,
2h30 d'hystérie ininterrompue, de la vulgarité, du sous-texte politique, des effets de style, ou de ce qu'on appelle communément le bon goût. Mike, there's a papa rat humping the shit out of this mama rat. No, he's straight power driving her. Contrairement aux précédents opus du réalisateur, on peut cette fois clairement dire que Bad Boys 2 est un film de Michael Bay avant d'être une production Jerry Bruckheimer. Logiquement, leur collaboration va s'arrêter là. À ce stade de sa carrière, le réalisateur n'a plus besoin de mentor. Il a trouvé sa voie, celle du chaos, et se suffit à lui-même. En moins de 10 ans, Michael Bay est devenu une marque. Oh my God, you're Michael Bay! Oh my God, I am Michael Bay. Et comme toutes les marques à succès, il est prêt à tout pour vendre, il se reconnaît sans effort, et il peut à l'occasion être victime de contrefaçon. Et c'est ainsi que nous terminons la première partie de notre ciné-club consacrée à notre ami Michael Bay. Dans la seconde partie, nous verrons comment le bonhomme a négocié l'après Bad Boys 2, nous tenterons d'y voir plus clair au milieu de ces multiples contradictions, et nous causerons un petit peu William Shakespeare. To bay or not to bay? That is the question.